El pueblo unido jamás será vencido. Alors, quelle belle chanson, quelle belle, en fait, pièce. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Et ça se confirme de plus en plus. Et on voit quand les peuples sont unis, peu importe la force, on ne pourra pas vaincre ce peuple. Et peu importe ce qu'on possède comme arme de destruction massive, la volonté étant au rendez-vous, on n'arrivera pas à bout de ces peuples. Bonsoir Donald Couture-L'État, comment tu vas? Oh, ça va très bien. Et toi, Ishmael? Ça va très bien. Ça va, mon cher. Ça va. Oui, ça un va. peu de neige, ça fait du bien. Les premières neiges sont toujours magnifiques à regarder, à se promener, tout ça. Mais c'est l'hiver qui est arrivé, quoi. Ben, tout le monde sait où on est situé. Et on est au oui. Canada. Mais à chaque fois, on espère peut-être 1 ou 2 mois de plus pour voir moins de monde, moins de mois en hiver. En effet. Ça, Mais j'ai remarqué, Donald, que les jeunes ne posent pas ces genres de questions. C'est surtout les gens qui sont avancés en âge qui posent ces genres de questions. C'est exactement ça. D'ailleurs, le matin même, où il y avait beaucoup de neige, la première chose que j'ai vue à ma fenêtre, en regardant le parc en face de chez moi, c'est des jeunes, mais vraiment des jeunes, là, je veux dire, à 5 ans, 4 ans, avec pour glisser. Tout à fait. Déjà, ils étaient là. Ils n'attendaient que ça. Voilà. C'est beau de les voir, puis c'est beau, c'est la jeunesse, c'est sûr. Alors, Madame, Messieurs, on est le vendredi 18 novembre. C'est le Cabaret des idées, votre émission qui revient tous les vendredis, 18h-20h. L'émission, et Donald, je te fais un message. Et que, non, pas de... Bon, tu l'as écouté, tu l'as entendu. C'est pas ça. C'est les gens que... C'est-à-dire, je ne m'y attendais pas du tout à ces gens d'écoute. Des gens que je rencontre dans la rue qui me disent... Écoute, vous savez, nous écoutons l'émission Cabaret des idées. Nous aimons Cabaret des idées parce que Cabaret des idées fait les choses autrement. Cabaret des idées nous dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs. Et surtout dans l'analyse des choses profondes qui touchent la planète. Alors, je te fais le message. Et parce que je reviens... Merci les belles paroles des gens qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices. C'est ça. C'est toujours très, très... tu sais, on est toujours sentir bien quand les gens apprécient, puis ils comprennent très bien. Et puis, effectivement, ils sont des gens qui ont accroché, il faut le dire, au Cabaret des idées. Donc, et je reviens... On est sur la bonne voie. En effet. Et je reviens justement d'un rassemblement devant le bureau du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur Crémazie. Je reviens, j'ai dû laisser
parce que les gens sont encore là-bas. J'ai dû laisser pour venir participer à l'émission. Donc, les gens m'ont fait ce message. Ils disent que, écoutez, parce que Donald, le 18 novembre, les gens, on avait donné rendez-vous à ces gens-là pour qu'ils se réunissent. Et ils n'étaient pas nombreux, mais les gens qui étaient là, on est satisfait. On est satisfait parce qu'il fait froid, tu l'as dit, et encore les gens se rappellent. Et je profite aussi pour lancer un message à des gens qui sont très théoriques. Des gens, et quand on leur entend parler, ils sont prêts à prendre les armes, ils sont prêts à tout faire. Mais le moment venu pour qu'ils apportent un verre d'eau, ils ne sont pas au rendez-vous. Le moment venu, parce que pour qu'ils tiennent une pancarte, pour montrer, et surtout une date importante comme aujourd'hui, ils ne sont pas au rendez-vous. On va en parler, Donald, à la dernière heure, parce qu'une heure est consacrée à l'émission pour pour Haïti. Et dans un premier temps, Donald, parlons-nous. En fait, nous allons aborder, Donald, cette sortie de Donald Trump, et avec au cours d'une, est-ce que je dirais conférence, je ne dirais pas une présentation, non. Une déclaration, disons, déclaration disant qu'il se porte candidat pour briguer, en fait, pour concourir une troisième fois pour devenir président des États-Unis. Comment Donald Trump, après, on sait que Trump s'était mis dans la balance pour le midterm, ce qu'on appelle le mi-mandat, et on ne peut pas dire que c'est un succès parce que le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, les républicains contrôlent parce qu'ils avaient besoin de 218 et pour contrôler la Chambre des représentants. Ils l'ont eu, les républicains, mais on peut dire d'emblée, les candidats que Trump supportait n'ont pas gagné en grande partie. Donc, c'est que comment Trump... Sauf un au Sénat, J.D. Vance, qui a gagné en Ohio. Puis il ne faut pas oublier, tu remarqueras, le Sénat, il y a 50 démocrates, 49 républicains. Tu dis, où est-ce qu'est le 50e? Il y a un deuxième tour d'élection en Georgia, le 6 décembre, entre le candidat du Parti démocrate et le candidat du Parti républicain. Parce que c'est tellement serré. C'est 49,4 pour 48,8 pour les républicains. C'est tellement serré qu'on ne veut plus. Fait qu'on a décidé, les deux partis, de continuer un peu la campagne et jusqu'au 6 décembre. Puis là, il y aura l'élection le 6 décembre pour déterminer est-ce que c'est un républicain ou c'est les démocrates. Il y a aussi, comme tu sais, et donc il y a 50 États, mais c'est comme s'il y a 50 élections et les règles de la Géorgie disent que c'est 50 plus 1. Donc, on n'a pas, aucun candidat n'a atteint 50 plus 1, donc il n'avait pas le choix de, en fait, reprendre les élections le 1er décembre. Et même si les républicains remportent là-bas, ça ne fait pas de différence parce que la vice-présidente vote avec les démocrates, donc ils vont quand même dominer. Sauf qu'on voit que dans le passé, dans les 2 premières années du mandat de Joe Biden, que Mme Harris a été appelée à quelques reprises de voter, mais ils ont eu de la misère avec son vote. Pourquoi? Parce que ça donne jusqu'à 2 puis même 3 démocrates votaient avec les républicains. Oui. Ça veut dire, durant ces deux années-là, M. Biden n'était pas capable de faire passer cette législation-là sur l'économie, l'emploi et plusieurs choses, finalement. Donc, à dernière minute, 4-5 mois avant qu'on arrive au mi-mandat, vers, mettons, le mois d'août, peut-être un peu le mois de juillet aussi, les deux démocrates qui votaient régulièrement avec les républicains ont commencé à dire à M. Biden, si vous changez ou vous baissez vos demandes au niveau de l'économie, etc., on va voter pour vous. Et à ce moment-là, les deux votes qui étaient des démocrates étaient restés là. Puis là, Mme Harris, avec son vote, ça a donné 51, effectivement 50. Mais vous voyez, c'est pas fini ça encore, parce que fort probablement, les deux démocrates qui votaient régulièrement avec les républicains, parce qu'ils sont des conservateurs, ce sont des gens de droite, assez curieusement, mais au sein du Parti démocrate. Parce que le monde en général oublie
que la moitié du Parti démocrate sont des conservateurs. Peut-être pas aussi radicaux que les républicains, peut-être pas aussi de droite et d'extrême droite et autoritaire comme M. Trump et tous les gens qui l'entourent, mais néanmoins des conservateurs. Fait qu'on est rendu là. Mais le président lui-même, Biden, c'est un conservateur. Absolument. C'est quelqu'un lui-même qui n'a jamais prononcé un mot quand la Cour suprême a aboli Roe v. Wade. Pourquoi? Parce que c'est un catholique qui est anti-avortement. Donc, vous voyez, ces positions sont vraiment ambivalentes et changeantes. Mais Donald, avant tout, laisse-moi te poser cette petite question. Tu vas passer peut-être rapidement dessus. Comment tu expliques, j'appelle ça un revers, moi surtout dans l'État de New York, qui est un État en fait révélé quand tout le monde sait que c'est bleu, et qu'ils ont perdu, je pense, 4 sièges de représentants, ou bien 4 là-bas. Comment expliquer ça d'après toi? C'est ça qu'il faut regarder, parce que dans le fond, il y a beaucoup de démocrates, et puis sur les observateurs du côté Parti démocrate, ils disent que l'avantage des républicains à la Chambre des représentants, c'est à la perte dans l'État de New York de 4 districts fédéraux du côté qui sont passés de démocrates à républicains. Comment c'est arrivé? Il ne faut jamais oublier que l'État de New York a toujours voté massivement. Puis quand les républicains gagnaient à la Chambre des représentants, ils gagnaient 1 ou 2 sièges. Là, ils sont rendus à 8, même jusqu'à 9. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est une volonté de la part des républicains de dire qu'effectivement, la nouvelle gouverneure, Mme Hochul, est un nouveau Cuomo qui est obligé de forcer de démissionner à cause des actions sexuelles. Hein? Bon. Mais l'autre aspect aussi, je pense, c'est les indépendants. Les indépendants ont fait cette élection-là. Puis effectivement, les indépendants ont démontré qu'ils n'étaient ni pour Biden, ni pour Trump. Ni pour Biden, ni pour Trump. Puis qui fait que c'est ça qu'on a une Chambre des représentants 218 versus 212 de démocrates. Ça veut dire qu'il reste encore, dans les faits, 5 contestations présentement. Donc, sont un peu au Midwest. Puis la plupart des observateurs aux États-Unis, que ces 5-là vont aller du côté des républicains. Mais si on regarde les chiffres, c'est les mêmes chiffres que les démocrates avaient quand ils étaient en charge de la Chambre, puis que les républicains étaient en minorité, puis celui du Sénat reste pareil. Fait que dans les faits, est-ce que M. Biden a gagné ces élections-là? Non. Si M. Trump a gagné ces élections-là? Non. Fait que moi, je regarde la population américaine, puis avec les indépendants qui ont fait la balance du pouvoir dans cette élection-ci, c'était ni Biden ni Trump. Ça veut dire qu'on a envoyé un message à la classe politique américaine, selon mon analyse à moi, pour dire arrêtez finalement de vous battre, arrêtez finalement de vous critiquer, arrêtez, mais commencez à vous mettre ensemble puis gouverner le pays. Parce qu'on sait, le pays est en mauvaise posture. Ça ne va pas bien avec l'inflation, l'économie, l'emploi, l'immigration, puis beaucoup d'autres choses aussi. Qui fait que ce pays-là, vraiment, elle est fracturée de part et d'autre, est fracturée sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Et la population, avec le COVID, a souffert énormément, puis là, ils vont continuer à souffrir. Puis on ne le cache pas aux États-Unis. Wall Street dit « Préparez-vous à une récession ». Ils le disent ouvertement. Parce que les républicains, c'est Wall Street, puis les autres, ils blâment M. Biden pour l'inflation. Fait que vous voyez, on est encore dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas dire, même si les républicains ont 218 sièges à la Chambre, ils ne sont pas victorieux. Puis si M. Biden, elle va chercher 50 sièges au Sénat, puis Mme Harris, que vote lui, ça donne 51, ça ne veut pas dire non plus que c'est une grande victoire pour M. Biden. Ce pays-là est profondément divisé. Divisé à tel point, et c'est pour ça que je pense que M. Trump, mercredi soir, a fait un discours pour dire qu'il annonçait sa candidature pour l'élection de 2024 à la présidence des États-Unis. Parce que lui, il a vu la division.
S'il dit division, mais si tu il y a me permets, autant de républicains d'un côté que les démocrates de l'autre. Mais si tu permets, Donald, en fait, je vais alimenter ton moulin. Oui. Mais Donald est... Alors, Donald Trump, bien entendu, madame, messieurs, parce que j'ai Donald, le Donald, que est avec moi. Si je fais pas cette précision, le gens vont avoir tendance à faire cette confusion aussi. Alors, Donald Trump est contesté quelque part par l'establishment du Parti républicain. Avec quoi Donald Trump va prétendre gagner les élections? Parce que quelque part, les indépendants ne gagnent jamais une élection aux États-Unis. Ils votent d'un côté et de l'autre. Ils n'ont pas un parti, c'est pour ça. Mais l'autre aspect, il ne faut pas oublier, dans l'élection de 2016, 5 mois avant l'élection, quand il s'est présenté, puis il a commencé tous les débats, c'était même pas les primaires encore, c'était des débats à CNN, à Fox, pour montrer. Hein. Les républicains, le Parti républicain dans son entier, et plusieurs des élus, et même la population qui avait sa carte de membre du Parti républicain, n'était pas pro-Trump. Oui, c'est à travers le débat, où on a vu comment avec les 12 candidats qu'elle a, un par un, il les a délogés. Et quand c'est arrivé à le dernier débat public, puisque c'était ça, tu n'as pas les primaires encore, c'est des débats publics, il a vraiment détruit Jeb Bush, que lui était le candidat du Parti républicain, de l'establishment républicain et de Wall Street. Il l'a effoiré dans un débat, le monde n'en revenait pas. Et c'est là que les républicains ont commencé à dire, peut-être avec lui, on pourra gagner la présidence des États-Unis. Fait que le fait que le Parti républicain l'a soutenu, et la population républicaine, et Wall Street, tout ça, l'ont soutenu, ça ne veut pas dire qu'il y avait un grand amour, mais pratiquement, ça voulait dire qu'avec lui, il pouvait être au pouvoir de la présidence des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils sont allés vers lui. Est-ce que c'est la même chose cette fois-ci? Non. Parce qu'on voit déjà des gens comme Rupert Murdoch, Fox News, Breitbart News, tous des grands réseaux qui ont soutenu M. Trump depuis 2015, puis même certains avant 2015. Aujourd'hui, ils se distancent de Donald Trump parce qu'ils n'aiment pas son comportement. Ils n'aiment pas la façon qu'il a traité Ron DeSantis, qui est un candidat au sein du Parti républicain. Potentiel, exactement. Donc, tout ça a fait que finalement, ils n'aiment plus son comportement. Puis surtout, avec le 6 janvier, beaucoup de gens dans le milieu qui sont pro-démocrates puis qui ont financé la campagne de M. Trump en 2016 se disent « c'est pas lui qu'on veut. C'est pas lui qu'on veut. C'est un trouble-fête. Il dit n'importe quoi, etc. » On voit ces gens-là se distancer. Mais comme quelqu'un écrit dans le New York Times l'autre jour, il dit « Oui, mais n'oubliez pas, en 2016, il y a du monde qui le distançait de lui, puis à la dernière minute, ils ont dit « C'est lui qui va gagner, on va s'en va avec lui. » Fait que tout ça est encore dans la balance des affaires. Et c'est pour ça que quand M. Trump a fait son discours, qui était un discours assez long, premièrement, il était extrêmement calme. On n'a jamais vu Donald Trump aussi calme que ça. Peut-être parce qu'il ne savait pas quoi dire, je ne sais pas, mais d'habitude, il était très, très calme. Il a attaqué M. Biden, il a attaqué les démocrates pour mettre les États-Unis dans une situation épouvantable. Mais il a dit quelque chose que moi m'a soulevé. Il a commencé à dire, jamais parlé du Parti républicain, jamais. Mais il a dit, moi et vous, maintenant, nous sommes un mouvement aux États-Unis. Un mouvement. Parce que le Parti républicain, le GOP, c'est un grand parti, c'est le plus grand parti des États-Unis. Comment peut-il parler de mouvement? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'écarte de plus en plus davantage du Parti républicain? Il s'écarte temporairement avec ce mot-là, un mouvement, puis il dit, you and I, moi et vous, on est un mouvement, un grand mouvement aux États-Unis. OK? Ça veut dire que si les chiffres sont bons, ça veut dire tout le monde qui l'ont soutenu, que ce soit les plus réactionnaires, les plus autoritaires, les gens qui ont fait le 6 janvier, est-ce que ces gens-là le soutiennent encore? Et c'est ça le point d'interrogation que je me pose. D'ailleurs, de toute façon, avec qui ils vont voter? Ils vont voter avec un parti républicain conservateur, mais traditionnel. Avec lui, il n'y aura pas de traditionnalité. Fait que lui, il doit savoir, puis surtout que Steve Bannon est redevenu dans son décor. Steve Bannon, n'oubliez pas,
C'est Steve Bannon qui a montré c'était quoi le populisme de droite et d'extrême droite. Il est de retour, lui, là. Plus Giuliani, qui était son avocat personnel, puis beaucoup d'autres qui l'ont soutenu, sont revenus au bercail. Donc, ça veut dire que ces gens-là doivent se dire, avec un mouvement important, qu'on commence aujourd'hui, il a dit, je commence ma campagne aujourd'hui, c'est un mercredi soir, ça. Ils ont décidé que finalement, il y avait une possibilité. Là, évidemment, les démocrates, après le discours, commencent à dire que c'était de la folichonnerie, il ne gagnera jamais, il n'y a plus personne qui le soutient. Moi, je pense que c'est une erreur de la part des démocrates. Même, il y a des démocrates qui ont commencé à écrire dans le New York Times la journée d'après. Oui, pour l'instant, on ne sait pas s'il va avancer, s'il va reculer, s'il va rester en statu quo. Mais faites attention. Faites attention à Donald Trump. Parce qu'à la dernière minute, il peut gagner aussi. Donc, vous voyez, on s'en va vers quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis, tu m'en avais parlé l'autre jour, quand on discutait de ça un peu dans la préparation avant qu'on arrive en ondes. Tu disais, ça veut-tu dire que s'il perd au niveau des primaires, parce qu'au niveau des primaires, il n'y a pas le choix. Oui, est-ce qu'il va former un parti politique? Il n'y a pas le choix. Parce que c'est les deux partis qui contrôlent les primaires. S'il perd les primaires républicains, ça veut dire probablement, entre guillemets, ce sera Ron DeSantis. C'est pas probable. Tout à fait, oui. Lui, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait comme Ross Perot ou Theodore Roosevelt, puis fonder son propre parti. Donc, un troisième parti. Et surtout, ça fait longtemps que des voix aux États-Unis disent que les deux partis, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est-à-dire, s'ils forment un troisième parti, la nature a horreur du vide. Donc, ça se peut que ce parti-là soit, même si c'est dans le mauvais sens pour des gens qui disent qu'ils ont besoin d'un troisième parti, parce que je sais que on parle d'un parti de gauche, mais si le parti de gauche n'est pas au rendez-vous, on sait souvent les gens qui se disent à gauche votent à droite du fait qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, surtout quand il s'agit d'épouser ce qu'on appelle le populisme. D'ailleurs, la gauche aux États-Unis vote Parti démocrate parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que ça. C'est ça. Et c'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le Parti démocrate à tout bout de champ. Ça ne veut pas dire que dans le fond, ils votent Parti démocrate parce que Bernie Sanders est au sein du Parti démocrate, c'est leur idole. C'est dans ce sens-là. Mais lui, il est en train de jouer un jeu. Quand on parle de mouvement, ça veut dire, dans les faits, il est en train de créer son mouvement. C'est ça que je pense. Puis, il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'il y a eu le 6 janvier, mais tu sais, aux États-Unis, il y a encore les milices, il y a encore les groupes comme The Poor Boys, il y a encore des gens de QAnon, il y a encore toutes sortes de groupes, et je suis convaincu, j'en ai vu dans les journaux, il y en a des nouveaux qui sont en train de pousser un peu comme des champignons à travers les États-Unis. Et d'autant plus, Donald, il a des moyens financiers colossaux à sa disposition, propres à lui. Voilà. Il faut dire aussi que les démocrates, depuis 2 ans, 1 an et demi au moins, sûrement 1 an et demi, ont essayé de le mettre en prison. Ils n'ont pas été capables. Puis là, j'ai entendu Jean Hens dire que M. Garland, le ministre de la Justice des États-Unis, vient de nommer un nouveau procureur assez solide, assez dur. Puis là, tout le monde pense que lui, les démocrates ont premier à dire, c'est lui qui va mettre Donald Trump en prison. Moi, j'y crois même pas une centième ou même millième de seconde, surtout ce système. Dans un certain sens, il n'y a pas de différence entre républicains et démocrates. D'ailleurs, il y a un principe qu'il faut sauver Soldat Ryan et il prône à travers le monde une sorte de démocratie. Il ne voudrait pas voir faire mal paraître le système à l'extérieur. C'est le temps de la pause. On revient tout à l'heure. Juste une chose. On revient tout à l'heure. C'est le temps de la pause. On va juste finir avec un petit point. OK.